En Éthiopie, 17 officiers ont été arrêtés. Ils sont accusés de trahison au profit des forces du Tigré. Le gouvernement a lancé une offensive contre la région depuis le 4 novembre. Un nouveau client à la haie aux Pays-Bas, Félicien Kabuga, financier présumé du génocide du Rwanda, a comparu pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Et puis, enfin libre, le roi de Kumbo dans la région du nord-ouest du Cameroun a été relâché par ses ravisseurs. Il avait été kidnappé par des séparatistes il y a une semaine. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. 17 officiers éthiopiens ont été arrêtés, accusés de trahison au profit des forces de la région dissidente du Tigré, contre laquelle le gouvernement fédéral a lancé le 4 novembre dernier une opération militaire. C'est une information rapportée par la radio-télévision Fana Bissi, affiliée au pouvoir. 17 officiers de l'armée ont été arrêtés pour avoir créé un terrain propice à une attaque de la junte au pouvoir au Tigré contre les forces de défense nationale, a écrit Fana Bissi sur son site internet citant la police. Cette dernière ne lie pas explicitement ces arrestations aux attaques que le gouvernement fédéral accuse les forces du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, parti au pouvoir au Tigré, d'avoir mené contre 2 bases du commandement nord de l'armée dans la région pour justifier son intervention militaire. Mais elle indique que ces militaires sont accusés d'avoir coupé les réseaux de communication entre le commandement nord et le commandement central de l'armée, un acte de trahison selon Fana Bissi. Selon Fana Bissi, l'un des officiers arrêtés est le général Gebrebedine Fekadou, chef du département des communications des forces armées éthiopiennes, pris en flagrant délit alors qu'il tentait d'envoyer au TPLF 11 boîtes chargées d'explosifs et de composants de projectiles. Dans le même temps, Daniel Bekele, directeur de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, institution publique indépendante, s'est inquiété sur Twitter de l'arrestation de 6 journalistes sans donner la précision de la date ou les motifs de celle-ci. Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes voit dans l'arrestation de Bekalou et d'autres journalistes un retour en arrière dangereux par rapport aux mesures initialement prises par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed pour améliorer la liberté de la presse. Le TPLF, tout puissant durant les presque 30 ans qu'il passa aux commandes des institutions politiques et sécuritaires en Éthiopie, défie depuis plusieurs mois l'autorité du gouvernement fédéral. Et on reste toujours en Éthiopie, où cela fait bientôt une semaine que le conflit a commencé dans le nord du pays, entre la région du Tigré et l'État fédéral. La communauté internationale tente de pousser le Premier ministre Abiy Ahmed au dialogue avec le pouvoir tigrien, mais il reste intraitable. Abiy Ahmed semble impossible à raisonner. Pour l'instant, ce mardi matin, le Premier ministre éthiopien a déclaré que l'opération continuait comme prévu et qu'elle prendrait fin dès que la junte criminelle serait désarmée, une administration légitime installée et les fugitifs traînés en justice. Le prix Nobel de la paix a même annoncé qu'ils seraient tous bientôt arrêtés. Dans le même temps, le pouvoir fédéral communique sur ses victoires. Selon les autorités, l'armée aurait pris le contrôle de l'aéroport de Oumera. Des membres des forces spéciales, policiers et miliciens du TPLF se seraient rendus selon Addis Abeba, qui confirme avoir aussi repris Maïdali, Dansha, Baker et Ligoudi. Des informations impossibles à vérifier de sources indépendantes. Malgré tout, la communauté internationale continue de pousser au dialogue. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a appelé à la cessation immédiate des hostilités et au respect des droits humains. Le diplomate demande la recherche d'une solution pacifique et propose au passage les bons offices de l'Union africaine. Mais Addis Abeba fait pour l'instant la sourde oreille, même si Bilene Seyoum, porte-parole du Premier ministre, assure qu'Abiy Ahmed ne rejette personne. Néanmoins, l'Éthiopie est un pays souverain, dit-elle. En attendant, l'inquiétude ne cesse de grandir dans la région. D'après l'agence de presse soudanaise, des réfugiés éthiopiens auraient commencé à traverser la frontière, notamment des familles et une trentaine de soldats fédéraux.
Le financier présumé du génocide du Rwanda, Félicien Kabuga, a comparu ce mercredi pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, 2 semaines après son transfert à la Haye aux Pays-Bas depuis la France. Accusé notamment de génocide, Félicien Kabuga a été arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. Âgé de 84 ans selon le mandat d'arrêt, de 87 ans selon ses dires, il est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutus interamouées, principaux bras armés du génocide de 1994, qui fit 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Il devait initialement être transféré à Arusha pour y être jugé par le MTPI, qui possède une division en Tanzanie et une aux Pays-Bas, mais a finalement été envoyé à la Haye dans l'attente d'un examen médical. La première comparution de Kabuga devant le MTPI, structure chargée d'achever les travaux du tribunal international pour le Rwanda, a eu lieu mercredi à 14h à la Haye. Un premier rapport médical recommande en effet que cette comparution ait lieu par visioconférence en raison des inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19. Le rapport indique également que plusieurs aspects de la santé de Kabuga nécessitent un examen plus approfondi, a précisé le MTPI. Ancien président de la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis, il conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qui le visent. Félicien Kabuga est également soupçonné d'avoir contribué en 1993 à l'achat massif de machettes qui seront distribuées aux miliciens en avril 1994, une accusation qui appuie la thèse d'une planification du génocide jamais tranchée par la justice internationale aux grandes dames de Kigali. Au Mali, l'homme fort des autorités du pays installé après le putsch du 18 août dernier, le colonel Assimi Goïta, a la haute main sur la composition du futur organe législatif de transition. C'est lui qui est donc censé ramener les civils au pouvoir. C'est ce que révèlent les décrets retenus rendus publics ce mardi. Après la désignation d'un président, d'un premier ministre et d'un gouvernement de transition entre fin septembre et début octobre, les autorités dominées par les militaires s'attellent à présent, apparemment non sans mal, à la création du 3e organe de cette transition, le Conseil national. Il s'agit de l'organe législatif. La présidence a rendu public mardi 2 décrets datés de la veille et fixant les modalités de désignation des membres du Conseil et la répartition des 121 sièges. 22 membres représenteront les forces de défense et de sécurité, 11 les partis politiques, 8 le mouvement dit du 5 juin qui a mené la contestation contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à ce qu'il soit déposé par les militaires. Les autres sièges se répartissent entre d'anciens groupes rebelles armés, les organisations de la société civile, les cultes religieux ou encore les syndicats. C'est le vice-président, le colonel Assimi Goïta, qui reçoit la liste des candidatures et, après examen des dossiers, arrête la liste des membres du Conseil, dit l'un des décrets. La liste définitive fera l'objet d'un décret du président de la transition, Bandao, lui-même un ancien officier sorti de sa retraite. Les candidatures doivent être soumises dans les 48 heures suivant la publication du décret. Ces décrets renforcent l'emprise des militaires sur la transition et celle du colonel Goïta, chef de la junte qui avait pris le pouvoir après le putsch du 18 août et organisé la transition en cours. Les colonels se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Un groupe de personnalités de la société civile et du milieu des affaires a publié une lettre ouverte intitulée « Gardons le cap » pour s'inquiéter de la lenteur de la transition et de la prééminence conservée par les militaires. À défaut de preuves de progrès, il est à craindre que les Maliens aient tendance à conclure, comme l'adage populaire, « tout ce bruit pour rien, met-il en garde ». Le roi de Kumbo, dans la région du nord-ouest du Cameroun, kidnappé la semaine dernière, en même temps que le cardinal Christian Toumi a été libéré ce mardi après 5 jours de captivité en zone anglophone, en proie à un conflit entre l'armée et puis les séparatistes. Sem Mbinglo, le Fondonso, chef coutumier d'une royauté proche de Kumbo dans le nord-ouest, l'une des 2 régions anglophones avec le sud-ouest, était retenu depuis jeudi avec 5 autres personnes par des ambazoniens, séparatistes qui veulent transformer la partie anglophone du Cameroun en un État indépendant selon les autorités locales. Le cardinal Christian Toumi, 90 ans, archevêque émérite de Douala, avait été relâché au lendemain de son enlèvement, mais le chef coutumier
coutumier et ses proches étaient restés en captivité. Selon un haut responsable de l'administration locale du département du Lungo, Ketundia, l'armée n'est pas intervenue pour cette libération. Tout s'est passé entre les ravisseurs, les otages et leurs proches. Les rebelles séparatistes anglophones armés se livrent fréquemment à des rapes, y compris de personnalités depuis le début de ce conflit il y a près de 4 ans. Ces enlèvements aboutissent d'ordinaire à la libération relativement rapide des otages, contre rançon ou au terme de négociations, mais quelques très rares personnes ont été exécutées, notamment des membres des forces de l'ordre, des enseignants et des civils accusés de collaborer avec l'État, qui attribuent toujours ces rapes, jamais revendiqués, au groupe séparatiste. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a tenu un meeting dans le Sahel. C'est dans le cadre de sa campagne pour sa réélection lors du scrutin présidentiel prévu pour le 22 novembre prochain. Roch Marc Christian Kaboré a animé ce mardi son 5e méga meeting de campagne à la place de la Nation à Dori. Dans son adresse aux milliers de personnes venues des 4 provinces de la région pour l'écouter, il a décliné ses prochains chantiers pour le Burkina et invité ses adversaires à la présidentielle à plus de profondeur dans le débat. Le chef de l'État burkinabé a également assuré que son pays ne courbera pas l'échine devant les terroristes. Les violences djihadistes qui n'ont cessé de s'aggraver depuis 5 ans, faisant plus de 1200 morts et plus d'1 million de déplacés. Quelques jours après la mise en notre gouvernement, nous avons eu les premières attaques terroristes à Ouagadougou qui ont fait beaucoup de morts. Puis sur nos frontières, aussi bien ici au Sahel, au nord, à l'est et également à la boucle du monde. Le terrorisme a causé beaucoup de dégâts dans notre pays. Dégâts humains, dégâts matériels, dégâts au plan administratif. Les écoles fermées, les CSPS fermés. Mais malgré tout, le peuple burkinabé dans son entièreté a décidé de rester debout parce que nous ne courberons pas d'échine devant les terroristes. Nous devons éviter la stigmatisation et nous devons éviter le repli identitaire. Je dis cela parce que le terrorisme n'est pas le fait d'une communauté. Les personnes qui sont les acteurs du terrorisme se trouvent dans chacune des communautés au Burkina Faso. Le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain est annoncé comme le plus ouvert depuis la chute du président Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire en 2014, après 27 ans de règne. Outre le président Roch Marc Christian Kaboré, 12 autres candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, couplé aux législatives. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.